Добрый день. Здравствуйте. Bonjour à toutes et à tous. En tant que directeur du Centre de Russie pour la science et la culture à Paris, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue sur la plateforme web de notre centre. Cela nous réjouit énormément que vous devenez de plus en plus nombreux avec chaque conférence que nous montons en ligne pour vous ces derniers jours. Voyons ensemble plus de 220 spectateurs de 20 pays du monde pour assister à une rencontre avec cosmonaute russe Andrei Borysenko. Par ailleurs, Andrei fête aujourd'hui son anniversaire. À cette occasion, j'ai le grand plaisir de lui transmettre de la part de vous tous nos meilleurs vœux pour cette journée. Presque 50 participants de 6 pays ont vu la conférence d'hier sur les observatoires radioastronomiques. Il faut avoir en vue que la conférence était très spécialisée, pour ne pas dire trop. Voilà, aujourd'hui, nous avons eu plus de 400 inscriptions. Cela étant dit, je tiens à vous remercier de votre intérêt et votre participation active. Comme j'ai déjà annoncé, notre conférence est la 3e manifestation dédiée à la Journée internationale des cosmonautes qui se fête dans le monde entier le 12 avril, le jour du premier vol spatial effectué par notre célèbre compatriote Yuri Gagarin. Je crois nécessaire de vous rappeler que l'année prochaine, on va fêter le 60e anniversaire de cet exploit au nom de toute l'humanité. Le centre a déjà commencé à établir son programme dédié à cette date importante. Bien sûr, à condition que toutes les mesures de confinement seront levées. Et donc, lorsqu'on continue, nous tous, à rester confinés, le sujet de la discussion d'aujourd'hui est l'isolation. L'isolation à travers des yeux d'un psychologue spécialisé dans les recherches spatiales. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter brièvement notre invitée. Anna Kamilovna Yusupova, diplômée de l'Université de Moscou-Lomonosov en psychologie de la personnalité. Par ailleurs, moi aussi, j'ai fait cette université. Madame Yusupova est docteur en psychologie, chercheuse principale au laboratoire de psychologie sociale et cognitive, Institut des problèmes biomédicaux de l'Académie des sciences russes. Elle participe aux recherches en psychologie clinique, étudie les sciences du comportement et psychologie de la santé. Actuellement, elle fait partie du projet communication de l'équipage lors de vols spatiaux réels et simulés. Madame Yusupova a bien voulu de donner son accord, de partager avec nous son expérience, ainsi que l'expérience de la science psychologique russe, du traitement des personnes isolées et du comportement pendant une isolation involontaire. Chers amis, aujourd'hui, comme d'habitude, vous avez la possibilité de nous donner votre opinion et participer à la discussion en nous laissant vos petits messages dans la section du chat. Quant aux questions pour bon fonctionnement de notre conférence, vous êtes priés de laisser vos questions dans la section questions-réponses. Pour bien traiter et ne pas omettre aucune de vos questions, j'ai demandé à ma collègue Marina Ignatieva, chef de la section de la science et de l'enseignement supérieur de notre centre, de nous aider en tant que modérateur. Elle va suivre toutes les questions et puis les passer à Anna Kamilovna. Donc, je répète, on envoie des questions dans la section questions-réponses uniquement. Alors, c'est le temps pour commencer. Bonne chance à nous tous. Et c'est à vous, Anna Kamilovna. Bonjour, je m'appelle Anna Yusupova. Je suis chercheuse au sein du laboratoire de psychologie sociale et cognitive de l'IBMP, donc Institut de problèmes biomédical ou médico-biologiques à Moscou. Depuis près de 20 ans, je travaille sur des questions de groupes en situation de confinement. Il s'agit d'équipes confinées en expérience dans notre institut spécialisé ainsi que d'équipes spatiales et dans une moindre mesure des groupes d'hivernants polaires. Je tiens par avance à m'excuser pour les fautes de français que je vais certainement faire parce que ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, le confinement est maintenant mis en place un peu partout et comme on peut le voir au travers des publications sur des réseaux sociaux, de nombreuses personnes s'en enquêtent. Les gens se posent des questions. Comment survivre à l'emprisonnement? Comment ne pas gâcher ses relations avec des proches? Comment ne pas devenir fou face à l'interdiction de sortir? Les psychologues spécialistes des questions spatiales travaillent sur toutes ces questions depuis les tout premiers vols spatiaux.
il me semble maintenant que peut-être ça peut être utile de voir quels sont des problèmes liés au confinement, problèmes sur lesquels nous travaillons, et comment cette expérience peut aider aujourd'hui dans notre situation. Le confinement auquel nous sommes confrontés ne doit pas se transformer en un problème ou même en danger pour vous, mais plutôt en une occasion unique de faire des choses pour lesquelles, dans les routines quotidiennes, vous manquez de temps, d'énergie et d'attention. Car maintenant, l'attention se déplace du monde extérieur vers le monde intérieur familial et individuel. Il est également important d'envisager le confinement non pas comme des vacances, mais comme un travail dans des nouvelles conditions. Les spécialistes de notre institut savent bien que si un candidat a une expérience d'isolement à long terme se présente à la sélection en disant « je vais enfin me reposer de mon travail ou de mes proches », son comportement dans le confinement peut être une source de problèmes pour tout l'équipage. Pour cette discussion, je propose de suivre une classification formulée par les spécialistes de notre institut, M. Vyacheslav Mesnikov et Mme Svetlana Stepanova. Cette classification sera notre clé pour discuter des facteurs de stress du confinement. On a deux grands blocs de facteurs de stress pendant un vol spatial, les facteurs somatiques et psychogènes. Les facteurs somatiques sont causés principalement par l'empaisanteur et les surcharges au décollage et au retour durant la descente. En étant en confinement à domicile, nous ne sommes heureusement pas touchés par ce type de stress. Par contre, les facteurs psychogènes sont déjà plus proches de notre réalité. Il y a 10 facteurs. Leur étude pourra nous aider. Le premier facteur de stress, c'est la nature extrême de la situation de vol. Pendant tout le vol, c'est-à-dire environ 6 mois, il y a un risque 24 heures sur 24 pour la vie et la santé. Chaque cosmonaute sait parfaitement combien de nombreuses actions peuvent entraîner leur mort. C'est donc une puissante source de stress. Pour nous, c'est plutôt le caractère insolite de la situation. Par exemple, les premières restrictions de mouvement en Europe depuis le rideau de fer. Et ça peut être un facteur de stress. Les gens sont inquiets, achètent des biens, la nourriture. Les cosmonautes éprouvent également de l'anxiété, parfois de la peur. Ça concerne également de manière assez indirecte, c'est l'activité du cosmonaute en vol. En effet, son activité est complexe et nécessite la maîtrise des différents métiers. Son emploi du temps est très chargé et comme sur une île déserte, il ne peut pas compter sur l'aide des autres. De plus, dans ces conditions, des tâches quotidiennes, comme les travaux de réparation ou la préparation de repas, devient un véritable travail. Mais dans notre situation, nous sommes également confrontés à un changement brutal des conditions de l'activité et à la nécessité non seulement de travailler à distance, mais aussi de continuer à faire ce dont nous nous occupions auparavant pendant notre temps libre. Par exemple, les travaux ménagers ou l'interaction avec des proches. Il s'avère que les facteurs de stress associés aux activités, pour nous, sont l'autonomie et la multiplicité des tâches. Et comment les cosmonautes gèrent-ils leur autonomie et la multiplicité de leurs tâches? La réponse ici, c'est la planification, la répartition du travail entre des membres du groupe et le respect des horaires de travail. Et cela s'applique également au confinement à domicile. Un troisième facteur de stress, c'est la limitation de l'espace de vie et la déformation de champs sensoriels. Et ça c'est déjà plus proche de nos problèmes de confinement. Parce que dans une situation normale, notre espace se compose, en plus de notre appartement ou maison, de notre lieu de travail, notre route pour s'y rendre, des cafés, cinémas, etc. Mais maintenant, il ne reste que notre appartement ou maison, dans lequel souvent vivent trop de personnes parce qu'il y a des gens qui travaillent
à domicile et il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Le confinement est avant tout une limitation de l'espace personnel de chacun. Et tout le monde en souffre. C'est un stress lié à la situation oppressante. Après tout, on ne veut pas toujours se prendre dans les bras, se tenir la main, sentir la respiration de l'autre. Tout cela peut provoquer un stress physiologique, une augmentation de la fréquence cardiaque, une accélération de la respiration, par exemple. Que peut-on alors faire? Tout d'abord, il faut convenir avec vos proches de l'attribution à chacun d'un espace propre où vous ne pouvez pas vous rendre sans permission ou sans frapper. Les cosmonautes, malgré l'espace très limité de la station spatiale, ont chacun une chambre personnelle, une cabine minuscule, mais que pour eux. S'il y a très peu d'espace à la maison ou dans l'appartement, il est nécessaire autant que possible de trouver un accord commun pour que chacun puisse rester seul pendant un certain temps dans une chambre séparée. Ici, un point très important est la limitation du niveau de bruit. Dans la Station spatiale internationale, le niveau de bruit constant est d'environ 60 décibels et c'est beaucoup trop. Il est difficile de dormir, l'audition baisse et généralement, cela énerve. Heureusement, nous n'avons pas de système de ventilation aussi bruyant et autant d'équipements que dans la station. Mais les proches bavards et un fond musical que nous n'avons pas choisi peut également influer sur l'état psychologique. Pour les expériences de confinement à long terme et plus encore pour les hivernages polaires, on sélectionne des personnes taciturnes. En effet, le bavardage peut devenir un vrai problème pendant le confinement, car c'est une autre manière d'empiéter sur votre espace personnel. Vous avez très probablement déjà entendu parler d'une histoire plutôt révélatrice. Il y a quelques années, dans une des stations en Antarctique, un hivernant polaire a poignardé, avec un couteau donc, un collègue, car ce dernier lui avait raconté la fin d'un livre qu'il avait lu et avait donc par là même empiété sur son espace personnel en lui révélant le contenu du livre. Donc, le rétrécissement du champ sensoriel, c'est l'absence de flux habituel de sensations, des diverses stimulations externes. Le cerveau humain a réagi à la fois à une stimulation excessive, mais aussi à son manque. Prenons l'exemple des changements dans la nourriture. En temps normal, il était possible pour nous d'aller dans un restaurant pour déjeuner. Maintenant, votre régime principal se compose uniquement des produits achetés en magasin et vous vous rendez compte peut-être que vos talents culinaires ne sont pas aussi développés que ça. Il faut dire que l'absence de la nourriture habituelle est aussi un problème pour les cosmonautes. Mais ils ont un autre facteur qui détermine leur perception de la nourriture. Pendant un vol spatial, la perception du goût change et le régime alimentaire qu'on a choisi pour le vol et qui semblait assez savoureux avant le vol se révèle en quelque sorte différent dans l'espace. C'est pour ça que tout nouveau plat procure de la joie. Et par exemple, lors d'un entretien après un vol, un cosmonaute a dit que, devant les guillemets, les différents jalons d'un vol sont l'arrivée de vaisseau avec équipage, mais l'arrivée d'un cargo aussi, parce que le cargo apporte des produits délicieux, des fruits. Donc, même des cosmonautes se réjouissent des bonnes choses, pas seulement nous, les terriens ordinaires. Cuisiner quelque chose de spécial de temps en temps est possible. On n'a pas besoin d'attendre l'arrivée de vaisseau spatial. Mais également, si les cafés et les restaurants libres à domicile, vous pouvez en profiter et vous régaler.
Si pour les raisons d'hygiène, vous ne voulez pas commander des plats cuisinés, il y a des fruits, des noix, des fruits secs. C'est difficile de donner un conseil car tout le monde a des goûts différents. Mais quoi que ce soit, en période d'isolement, de confinement, l'uniformité et la monotonie du champ sensoriel doit être rompue. Et la nourriture c'est un des bons moyens d'ajouter de la variété aux sensations. Comme le confinement est une limitation de l'espace, le premier effet du confinement au niveau physique est justement l'inactivité physique. Nous marchons moins, bougeons moins. Si les muscles ne sont pas utilisés, ils s'affaiblissent, ainsi que les nerfs, qui ne reçoivent pas de stimulation suffisante et du mouvement musculaire. Et finalement, la proprioception souffre. Cela peut conduire à un effet que des psychologues et des physiologues russes s'appellent l'asthénisation. Il s'agit d'une diminution des capacités fonctionnelles du système nerveux. Cela peut se manifester par un épuisement accru, par une certaine irritabilité, par une instabilité de l'humeur ou par des difficultés à dormir. En général, on se sent faible et tout devient ennuyeux. Et dans l'espace, ce problème de l'asthénisation, c'est un vrai problème. Par conséquent, la principale méthode d'autosoutien psychologique des cosmonautes, c'est l'activité physique. Cette question, par exemple, a été étudiée depuis de nombreuses années par Olga Kozyrenko, une spécialiste de l'IBMP, de l'accompagnement psychologique des cosmonautes. C'est vraiment très important. Ne négligez pas votre activité physique à domicile. Considérez-la comme une contribution à votre santé, non seulement physique, mais aussi psychologique. Mais contrairement aux cosmonautes, nous ne connaissons pas de déprivation visuelle importante. Les cosmonautes ne voient autour d'eux que le ciel noir, les murs de la station, les instruments, quelques mêmes personnes avec qui ils sont en mission pendant, par exemple, 6 mois de vol. C'est pour cela que leur principal plaisir et divertissement est de regarder la Terre. Regarder, prendre les photos, enregistrer des vidéos. La Terre, contrairement à l'intérieur d'une station spatiale, est toujours différente. Et personne n'apprécie cette beauté plus que les cosmonautes. Mais dans le confinement, personne ne sera assis à sa fenêtre. Au contraire, les gens allument la télé, utilisent les réseaux sociaux, mais le contenu d'Internet et de la télévision, du point de vue cognitif, est assez monotone. Et plus grave encore, il est parfois toxique par son contenu et augmente l'anxiété, car les informations les plus diffusées sont les rumeurs qui provoquent les réactions émotionnelles négatives. À ce sujet, on peut donner l'exemple de la série de nouvelles de l'écrivain polonais qui s'appelle Stanisław Lem, L-E-M, sur le pilote Pirkis. Dans ces histoires écrites dans les années 60 du siècle dernier, de nombreuses questions de psychologie spatiale ont été décrites, même si la psychologie spatiale elle-même, en tant que science, n'existait pas encore. Lem a très précisément décrit l'atténuation sensorielle dans l'isolement et la fuite de la sensation non seulement de son corps, mais aussi du temps, la sensation de vie, du flou d'événements. Dans le quotidien de confinement, le flux d'événements est souvent remplacé par des informations diffusées par des réseaux sociaux. Et dans ce cas, le confinement peut vous encapsuler. Et après la fin du confinement, vous devrez peut-être vous réadapter psychologiquement. Une option plus saine serait de déplacer votre attention d'Internet vers un livre intéressant
ou d'autres activités nécessitant une réflexion, finalement. Le quatrième facteur de stress, c'est l'isolement social. Notre cercle de communication personnelle se rétrécit et s'intensifie en même temps. Les cosmonautes sont confrontés au même problème. Comme l'a dit le psychologue spatial M. Mikhail Novikov, les cosmonautes isolés sont confrontés à des contacts imposés de l'intérieur. Par exemple, ils sont contraints de communiquer avec des opérateurs de services terrestres, même si certains d'entre eux leur sont désagréables. Dans la vie quotidienne, nous pouvons nous retrouver dans une situation similaire quand on est obligé de travailler avec des gens, avec une équipe, des gens qui ne sont pas agréables, par exemple, pour vous. Mais contrairement aux cosmonautes qui souvent ne peuvent pas influer sur le choix des partenaires d'équipage, nous nous retrouvons en confinement avec des proches. On suppose que nous avons quand même nous-mêmes choisi ces gens. En confinement, nous avons donc la possibilité de passer plus de temps avec nos proches, du temps que nous n'avons généralement pas dans la vie quotidienne. Par exemple, vous rentrez épuisé du travail, même si vous voulez parler avec vos proches, vous n'avez pas la force ou bien pas de temps et les enfants doivent aller dormir. Le confinement peut être une excellente occasion de parler de tout ce pourquoi on n'a généralement pas le temps. Mais cette situation peut avoir une reverse. Nous en reparlerons un petit peu plus tard. Nous avons parlé de confinement en appartement, en maison où vivent plusieurs personnes. Mais il y a beaucoup de personnes âgées et seules qui, en condition de confinement, seront privées de communication personnelle directe, un peu comme des cosmonautes. Pour ces derniers, pour les cosmonautes, un assistant robot avec commande vocale est en cours d'approbation pour qu'ils puissent au moins recevoir des réponses à leurs questions, vite fait. Que pouvons-nous faire pour nos proches âgés et seuls? Tout d'abord, si possible, persuadez-les de réduire leur temps passé devant la télévision, car ça ne va faire qu'aggraver leur anxiété et les conduire à se découvrir des symptômes qui n'existent pas. Proposez-leur de se tourner vers la lecture, vers les livres audio, ou encore, si possible, d'utiliser un haut-parleur intelligent préconfiguré, au moins pour pouvoir maintenir un dialogue. Comme ça, ils auront les mêmes sensations que les cosmonautes à bord de la station spatiale. Les proches, même les gens qu'on aime, peuvent devenir irritants. Par exemple, si tout a déjà été discuté et que vous attendez la même histoire pour la énième fois, ou bien si on vous impose une opinion, ou quand encore vous voulez juste rester seul. Comment les cosmonautes gèrent-ils les effets de la communication imposée? Ils se souviennent bien que dans toutes circonstances, même stressantes, la politesse et la courtoisie sont toujours de mise. Contrôler ses émotions, en premier lieu réfléchir, puis parler. Ce sont des conseils banals, élémentaires, mais ils marchent, ils fonctionnent. Les livres sont aussi un moyen approuvé de sortir temporairement de la situation qui vous oppresse. Les livres aident vraiment dans les situations de confinement, donc n'oubliez pas, n'empiétez pas sur l'espace personnel d'autres, de chacun, et ne racontez pas leur contenu à vos proches. Il existe un autre moyen infaillible de faire face aux effets de l'isolement social. C'est d'écrire un journal personnel. Des journaux ont été tenus par des membres de toute première équipage spatial et hivernant polaire. Il s'agit d'une bonne pratique de la maîtrise de soi et aussi l'occasion de repenser à tout ce qui se passe. 5e facteur de stress sont les problèmes d'interaction interpersonnelle dans l'équipage. Autrement dit,
c'est le danger des conflits qui peuvent rendre le confinement difficile, voire insupportable pour tout le monde. Tout confinement conjoint entraîne la mise à jour des problèmes anciens et étouffés. Par exemple, de nombreuses femmes en congé maternité éprouvent des difficultés dans leurs relations avec les proches. Dans les conversations apparaissent des expressions répétées comme « toi toujours »,« toi jamais ». Mais tout cela rend la situation encore plus difficile. Dans les équipes spatiales, la tension interpersonnelle se manifeste plus souvent qu'on le voudrait. L'équipe spatiale passe environ 6 mois ensemble. Donc, le principe essentiel consiste à ne pas aggraver les problèmes, mais à les discuter et les atténuer, de prendre soin de soi et de protéger des partenaires d'équipage de ses propres émotions négatives. Le principe de prendre soin de vos proches fonctionne très bien dans n'importe quelle situation de confinement, que ce soit dans l'espace ou sur Terre. Ici aussi, il faut dire à propos d'une chose, il existe une expression, au moins chez les psychologues russes, le syndrome des femmes de sous-mariniers. Ce syndrome peut théoriquement apparaître dans les situations de confinement à domicile. De quoi s'agit-il? Dans les couples où le mari est absent de la maison depuis longtemps, car par exemple il est marin, cosmonaute, athlète professionnel, s'établit une relation dans laquelle les vies du mari et de la femme sont parallèles. Les années passent, chacun se développe séparément, et quand la carrière active du mari est terminée, il rentre à la maison et les gens découvrent qu'ils ne se connaissent pas vraiment. Cela peut être une surprise agréable ou désagréable. C'est une situation où dans une situation quand 2 personnes reviennent très fatiguées du travail chaque soir pendant de nombreuses années, n'ayant pas de force de parler normalement, avec l'introduction de confinement, dans les couples comme ça, chacun peut découvrir le conjoint et trouver qu'il ou elle est trop proche, inhabituellement proche. Cela peut être un grand bonheur, mais ça peut aussi conduire à un rejet mutuel inattendu. Les gens peuvent découvrir qu'ils n'ont rien à se dire car l'expérience de la vie est trop différente. Cependant, il s'avère que dans un moment difficile, le partage de l'anxiété et de l'entraide psychologique nécessite plus d'efforts que des discussions habituelles du quotidien. Dans les situations de confinement, les couples qui savent passer du temps ensemble en silence se sentiront mieux. Il y a des couples pour lesquels il est agréable juste d'être côte à côte et sans partager de nouvelles ou sans exprimer des préférences politiques, parce que finalement, il s'avère que ce n'est pas très essentiel pour vivre ensemble. Le confinement en couple peut devenir malheureusement un test décisif pour les relations. Le 6e facteur de stress, c'est les problèmes d'interaction avec les services terrestres. Dans notre situation, nous pouvons rencontrer des difficultés similaires quand, d'un seul coup, le travail doit se faire à distance et que tout ce que pouvait être discuté, expliqué en face à face auparavant, se passe maintenant uniquement par téléphone ou par écrit, sans voir la personne à qui vous parlez, sans comprendre les sentiments pendant la conversation. Les cosmonautes préfèrent les qualités suivantes lors de la communication audio. Clarté du langage, vitesse de présentation du problème, c'est-à-dire il ne faut pas bafouiller, étirer et rentrer dans les détails. En d'autres termes, il faut échanger des informations avec précision et ne pas transmettre les émotions et surtout pas les préjugés.
Et une qualité très importante de l'interlocuteur est sa capacité de créer des conditions de communication entre égaux, entre partenaires, et pas patron à subordonné ou bien parent à enfant. Le travail dans l'espace implique une clarté et une honnêteté maximale. Et si nous adhérons à ces règles simples dans les processus de travail terrestre, la qualité de notre travail augmentera. Ça marche très bien chez les cosmonautes. Le septième facteur de stress, ce sont les imprévus et les perturbations du programme de vol. Même si le vol spatial se déroule calmement, sans difficulté, chaque cosmonaute sait combien de problèmes peuvent se produire d'une manière inattendue. Le cosmonaute est constamment conscient des risques pour sa vie et sa santé, alors que nous, non. Nous ne sommes pas habitués au sentiment de risque pour la vie. Et nous négligeons même les risques pour notre santé. Dans les conditions actuelles du confinement, il est temps d'adopter l'attitude responsable du cosmonaute. C'est-à-dire que vous êtes responsable de chacun de vos actions, non seulement envers les autres, mais envers vous-même aussi. 2 mots sur les risques domestiques. Imaginez que vous êtes dans une pièce où quelque chose se casse, mais si vous ne pouvez pas le réparer, personne ne peut le faire. Et derrière les murs assez fins de cette pièce se trouve un espace froid, sombre et hostile. On peut imaginer que les cosmonautes doivent être morts de peur, mais ce n'est pas du tout le cas. Le cosmonaute n'est pas inquiet, il ne pense pas à un problème potentiel parce que, vu que le problème n'est pas encore là, pourquoi s'embêter? Et si, après, à quoi cela sert de s'inquiéter quand il doit tout simplement être résolu? Aucun cosmonaute entre en orbite sans préparation. Chacun suit un cours de l'éducation, de formation spatiale générale, comme on l'appelle. Il s'agit d'un enseignement de très haut niveau. Le cosmonaute approfondit son apprentissage des systèmes spatiaux, il connaît des scénarios pour répondre à tout problème potentiel. C'est la connaissance qui permet de diminuer le stress. C'est aussi la confiance en soi, en sa capacité à improviser, bien sûr, et la conviction que l'équipe terrestre aidera. Si dans une situation de confinement vous vous inquiétez d'éventuels problèmes, réfléchissez à un plan d'action pour résoudre de telles situations, parce que c'est la connaissance qui permet de diminuer le stress. Le 8e facteur de stress, c'est le manque de temps. Chaque journée de travail du cosmonaute est soumise à un horaire strict. Pour chaque journée, un planning est créé individuellement. Bien sûr, il y a des actions répétitives, mais en général, il n'y a pas des jours identiques dans l'espace. La journée de travail du cosmonaute ressemble, si on peut comparer, à une descente en slalom. Quand vous vous précipitez à une vitesse folle, la neige vous vole dans vos yeux et vous avez besoin de contourner le mieux possible tous les obstacles, dont certains ne sont même pas très visibles. C'est ça la vie des cosmonautes. Bien sûr, il manque énormément de temps. Lors d'un vol spatial, les phénomènes très intéressants de perception de temps se produisent, se manifestent. C'est un sujet en fait pour une discussion séparée. Dans une situation de confinement, nous sommes confrontés à la situation inverse très souvent. On peut avoir trop de temps. J'ai déjà mentionné que le cerveau humain réagit aussi bien à une stimulation excessive qu'à un manque de stimulation. Et si on est confiné pendant une longue période, le manque de stimulation peut conduire à un état d'esténisation du système nerveux.
j'ai déjà parlé, il s'agit de ça. Il s'agit d'une diminution des capacités fonctionnelles du système nerveux et en général, on se rend faible et tout devient ennuyeux. Comment faire face à l'esténisation? Il est nécessaire de faire travailler le cerveau, mais aussi le corps. Maintenant, de nombreux services en ligne éducatifs professionnels d'activité physique sont mis à disposition. C'est à vous de les utiliser. Le 9e facteur de stress, il y a 10 en tout. Donc, on va aller jusqu'à 10e assez bientôt. Le 9e facteur de stress, c'est l'organisation irrationnelle de la journée. Pour un cosmonaute, une défaillance dans le rythme de travail conduit à une détérioration de la performance. Le travail de nuit, planifié et surtout non planifié, demande une attention particulière de la part des planificateurs, les gens qui préparent des cyclogrammes, les plans pour la journée. Dans notre situation, il peut être dangereux de ne pas surcharger, assouplir le régime. Beaucoup de gens ont tendance à modifier leur mode de vie en se couchant de plus en plus tard, en regardant des séries par exemple. Alors, vous vous levez plus tard et vous n'avez pas de temps et pas d'énergie pour ce qui était prévu. Vous vous sentez vaseux. Vous passez votre temps sur des réseaux sociaux, regardez des vidéos drôles. Le temps passe, c'est déjà le soir et vous enchaînez avec une nouvelle série. Dans les expériences de confinement et les hivernages polaires, on peut également observer cette tendance à décaler l'emploi du temps vers la nuit. En fait, pour toutes les situations de confinement sur lesquelles nous travaillons dans notre laboratoire à l'IBMP, les lanceurs naturels du biorhythme, ça veut dire le lever de soleil, coucher de soleil et les saisons, sont absents. Par exemple, en faisant les détours de la Terre, les cosmonautes passent rapidement du jour à nuit, tous les 90 minutes. Dans les expéditions polaires, la nuit polaire cause des difficultés pour dormir, mais le jour polaire aussi. Et dans les expériences d'isolement, la lumière n'est que artificielle. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ce qu'on appelle les lanceurs du rythme artificiel, la lumière imitant la luminosité naturelle. En général, dans le confinement, la lumière, c'est un sujet très important et intéressant. Par exemple, Alexandre Smalievski, un des participants à l'expérience Mars 500, a soutenu la thèse sur ce sujet. Il a donc participé à cette expérience d'isolement qui a duré 520 jours en compagnie de 5 autres personnes, dont l'ingénieur français Roman Charles. Mais quant à nous, on n'a pas besoin d'installer des systèmes d'éclairage supplémentaires. Nous avons juste besoin de garder la luminosité naturelle, habituelle et normale de la journée. Et donc, ne pas fermer des rideaux et ne pas aller se coucher trop tard. Assurez-vous d'inclure au moins une sorte d'activité physique dans la routine quotidienne. Et un point intéressant et important, un point important ici est aussi l'organisation du week-end, malgré le travail à distance. Lors de leur interview, les cosmonautes disent régulièrement que sans jours de repos, la fatigue liée à la monotonie s'accumule beaucoup plus vite. Donc, il faut quand même créer le week-end, même si on travaille à domicile. Le 10e facteur de stress a été soulevé par Alexei Leonov, un des premiers cosmonautes soviétiques. C'est le fait d'être une personne publique. Chaque cosmonaute est tout le temps en situation d'évaluation externe et ça fatigue. On peut soi-même s'ajouter ce facteur de stress en écrivant chaque jour sur des réseaux sociaux ce qu'on a fait de sa journée.
en général, contrôler le temps qu'on passe devant l'écran est une bonne chose à faire en période de confinement. De nombreux cosmonautes sont très mécontents de la manière non professionnelle et négligente dont les journalistes décrivent les événements en orbite, de leur manière de déformer les informations pour créer le buzz. Les cosmonautes mentionnent que tout ce qui est écrit sur Internet n'est pas toujours utile et véridique. Très souvent, les informations fournies sont invérifiables ou publiées dans la manière irresponsable. Donc, la question est donc de savoir si c'est vraiment nécessaire de passer autant de temps sur Internet. On vient donc de discuter les 10 principaux facteurs de stress psychogène du vol spatial. Comme vous pouvez le voir, un bon nombre de ces facteurs s'appliquent également à nos conditions. Pendant le confinement, vous pouvez parfois vous poser des questions. Et que se passera-t-il après? Que ferons-nous? Où irons-nous? On peut, avec plaisir, planifier des événements à faire après. Comment est-ce que nous allons célébrer, on peut dire, le fin du confinement? Parce que tous les cosmonautes en mission, pensent à leur plan d'après le retour et ça leur fait du bien. Qu'est-ce qui est la stratégie optimale de comportement du cosmonaute en isolement, en confinement? C'est la tolérance vis-à-vis des autres, des objectifs clairement définis, un emploi du temps très bien rempli et une activité physique. Bien sûr, il y a une grande différence entre la vie des cosmonautes et notre vie en confinement. Les cosmonautes, les hivernants polaires, les participants d'expériences d'isolement choisissent leur confinement volontairement. Alors que pour nous, ce n'est pas notre choix. Pour nous, cette stratégie optimale dont je viens de parler, ces 4 points, marche aussi très bien. Mais il faut faire attention en soi et trouver un juste milieu entre votre capacité physique de travailler au maximum et votre capacité psychologique à subir le stress. Il y a ceux pour qui c'est mieux de travailler au maximum pour ne pas laisser trop d'espace pour l'inquiétude. Mais il y a ceux qui ont besoin de rester en paix et sans travail plus que d'habitude. Comme vous n'êtes pas des cosmonautes qui ont été sélectionnés et préparés, essayez d'être attentif à vous-même, à prendre soin de vous-même. Soyez conscient de tous les facteurs de stress dont on a parlé. Parce que quand le confinement sera terminé, la vie normale continuera. Vous n'auriez pas de période de réhabilitation comme des cosmonautes. Donc, il faut arriver à la fin de confinement en bon état physique comme psychologique. De nombreux cosmonautes parlent de changement d'état d'esprit après un voyage dans l'espace. Même des recherches sont menées sur ce sujet. Par exemple, à l'IBMP, Alla Vinahodova étudie cette question, ainsi que Peter Zutfeld de l'Agence spatiale canadienne. Pendant un vol spatial de longue durée, des petits problèmes passent au second plan. Vous commencez à apprécier ce que vous avez et surtout les gens autour de vous. J'espère que pour vous aussi, le confinement sera une occasion de redéfinir vos priorités. J'espère que vous allez bénéficier de certaines des idées et des suggestions exprimées. Ces idées sont plutôt simples, mais dans des nouvelles conditions de vie, les idées les plus évidentes sont souvent oubliées. Donc j'espère que cette conférence vous aidera à mieux appréhender cet confinement que nous avons tous. Merci.
maintenant, on peut passer aux questions. Première question. Rana, excusez-moi, c'est Marina. J'ai pensé que vous êtes peut-être un peu fatiguée de parler tout le temps. Si vous voulez, je peux vous lire les questions et pour que vous puissiez répondre Oui, directement. oui. Hein, ça vous va? Oui. D'accord. Bon, il y a pas mal de questions. Il y en a les questions qui portent sur l'espace et le confinement des cosmonautes. Et il y a des questions qui portent sur le confinement que nous vivons aujourd'hui. Donc, je vais commencer par les questions qui portent sur l'espace. D'accord? Okay. Alors, bonjour. Comment les cosmonautes arrivent à garder une bonne santé physique, musculaire, dans un endroit restreint? Comment peut-on faire du sport dans l'espace? Il y a plusieurs activités. Par exemple, il y a un tapis roulant en espace. Donc, le cosmonaute, il est attaché en fait au tapis roulant avec dans une manière assez spéciale, pour continuer à faire tous les mouvements habituels, donc la marche. Mais pas que ça, il y a en fait plusieurs manières de faire le sport, d'activité physique. Il y a des instruments qui étaient créés spécialement pour faire du sport dans l'espace. Et ils passent pas mal de temps tous les jours en faisant du sport. Environ 1 heure, c'est minimum. Et c'est très important pour eux. Ils savent bien que s'ils ne font pas de sport, ils vont avoir une période de réhabilitation beaucoup plus difficile sur Terre. Parce que en apesanteur, un des plus grands problèmes pour leur santé, c'est la redistribution de tous les liquides dans l'organisme. Parce que nous, dans la vie quotidienne, on est habitué que, nous, par exemple, nos jambes sont habituées qu'il faut mettre le sang plus haut, jusqu'au cœur. Et donc, on a des veines qui sont construites dans cette manière. Et donc, par exemple, les veines aux jambes et à la tête ne sont pas du tout pareilles. Mais quand un être humain est dans l'empesanteur, tous les liquides se sont distribués dans une manière différente. Et donc, par exemple, il y a les cosmonautes ont beaucoup de mal à la tête, aux yeux même. C'est difficile. La période de l'adaptation a cru pendant les premières 1 semaine ou 2 semaines, c'est différent, ça dépend. Et vraiment une période difficile de la vie des cosmonautes parce que ils ne sont pas bien. Ils doivent déjà travailler beaucoup. Ils ont mal à la tête et tous les mouvements demandent plus d'attention parce que c'est assez spécial la vie en apesanteur. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument entraîner les muscles dans toutes les manières possibles. Et même, par exemple, il y a une autre manière comment on peut aider les cosmonautes par rapport à cette question de redistribution des liquides. On a une expérience dans notre institut. On a des pantalons, des grands pantalons orange, dans lesquels ils vont en fait jusqu'au cœur. Et dans ces pantalons, il y a une pression négative pour que les liquides arrivent au moins un petit peu vers le bas du corps. Et ça aussi, ça peut aider les cosmonautes à se sentir mieux, avoir moins de problèmes avec les yeux. Donc, par exemple, ne pas devenir myope. Et ça, c'est aussi, ça améliore leurs résultats sportifs fonctionnels en espace. Voilà, j'ai dit plus ou moins, je pense que j'ai
je dis ce qu'il fallait faire. Bon, un petit peu plus de détails. Peut-être on peut passer à une autre question. Oui, d'accord. Alors, la question de Kevin Ritzenthaler. Est-ce que pour les cosmonautes, il convient aussi de ne pas faire d'activité physique 1 heure ou 2 heures avant de se coucher pour un repos de qualité et réparateur? Pardon, qu'est-ce que les cosmonautes mettent en place pour être sûrs d'avoir un repos réparateur? En fait, les règles générales, c'est que 2 heures avant d'aller se coucher, les cosmonautes doivent rien faire au niveau de travail. Normalement, le sport, c'est pas bien de le faire avant d'aller se coucher. Mais malheureusement, de temps en temps, on arrive à des situations quand ils doivent faire le sport avant d'aller se coucher parce que, par exemple, les horaires du travail de cette journée ont été complètement bouleversés par des choses imprévues. Mais normalement, le règle générale, c'est d'avoir 2 jours tranquilles avant d'aller se coucher. Le sommeil des cosmonautes, c'est un problème intéressant parce que on a déjà tous compris que les cosmonautes dorment de moins en moins pendant le vol spatial et finalement, ils arrivent à dormir 6 heures seulement, environ 6 heures, et ça leur convient. Et en fait, même dans des grandes conférences professionnelles, les spécialistes de sommeil dans l'espace disent qu'on ne sait pas vraiment pourquoi ça se passe. Mais c'est vrai que les cosmonautes dorment environ 6 heures par jour et ça leur convient. Ils ne veulent pas dormir plus. Voilà. Merci beaucoup. Encore une question de Pavel Frelik. Est-ce que l'utilisation libre de l'Internet, musique, cinéma, réseaux sociaux, est autorisée dans l'espace? Oui, bien sûr, ils ont Internet comme nous tous, mais sauf qu'ils n'ont pas de temps. C'est ça la question. Donc, même par exemple, les cosmonautes, maintenant, tout le monde, les cosmonautes, les astronautes, les spationautes, chacun a son compte Instagram. Et moi, je ne connais pas des cosmonautes qui dirigent leur Instagram en vol eux-mêmes, parce que exactement, ils n'ont pas de temps. Donc, ils peuvent, par exemple, passer des photos à Roscosmos pour que les photos soient publiées pour eux. Et ce qui est bien avec l'accès Internet, c'est qu'ils peuvent parler sur Skype ou je ne sais pas, n'importe, avec leurs proches. Donc, la possibilité d'avoir des téléconférences, de voir les visages des proches, c'est ça ce qui est vraiment super important quand on parle d'utilisation d'Internet. Parce que c'est que en station spatiale internationale qu'ils ont une connexion avec la Terre 24 heures sur 24. Parce que, par exemple, sur la station spatiale Mir, la station soviétique, il n'y avait pas tout le couvrage 24 heures sur 24. Et donc, il y avait des périodes sans connexion, sans audio-communication. Et maintenant, bien sûr, sur Station spatiale internationale, on bénéficie des cosmonautes et nous, les services terrestres, bénéficient beaucoup de la présence de l'Internet et de la connexion. Merci beaucoup. Il y a encore une question de Alexandra Prou. Bonjour et merci pour votre présentation. Existe-t-il des techniques de relaxation ou de méditation propres aux cosmonautes ou bien y a-t-il des activités ludiques qu'ils font?
Il y a déjà, ils ont en soirée avec des partenaires, donc toute la station spatiale, parce que l'équipage américain, l'équipage russe, les cosmonautes européennes, ils se rassemblent tous vendredi soir pour avoir le dîner tous ensemble. Ça, c'est l'activité désirée par tout le monde, parce que c'est vraiment la joie. Et déjà, et aussi une autre question, parce que c'est le partage de la nourriture de l'autre partie de station spatiale. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant de ce point de vue. Aussi, ils regardent, c'est assez rare quand même, mais ils peuvent regarder des films tous ensemble. Ils choisissent un film ensemble pour le regarder sur la station spatiale. Plus souvent, ce sont les films que tout le monde a déjà vus. Et donc, c'est juste pour avoir les mêmes émotions positives. Mais il faut bien sûr dire qu'ils n'ont pas plus de temps pour faire quoi que ce soit. Donc, c'est plutôt les dîners tous ensemble et les films de temps en temps. Mais aussi, le divertissement le plus demandé et le plus accessible, c'est de regarder la Terre. En fait, c'est ça ce qui est attendu le plus quand, par exemple, pendant des interviews, avant le vol, j'entends les cosmonautes parler de ça, qu'ils sont contents de revenir et de revoir la Terre de haut. Donc ça, c'est vraiment une source de divertissement. Merci beaucoup. Alors, une question de Clément Nicole. Bonjour. S'il y a à ce point un manque de stimulation sensorielle, est-ce que les cosmonautes en mission peuvent avoir les hallucinations? Les hallucinations, non. Mais il y a des effets intéressants. Quand on ferme les yeux dans l'espace, on voit des petits comme des sources de lumière, des petites lumières. Mais et ça, par exemple, c'était décrit dans un livre par Scott Kelly, c'est un astronaute américain qui a passé une année sur la station spatiale. C'est vraiment bizarre pendant les premières journées et après tu t'adaptes, tu ne fais pas attention parce que quand tu te couches, tu te mets dans ton sac de couchage, tu fermes les yeux et tu commences à avoir ces petites lumières parce qu'en fait, c'est les effets de radiation de cosmos, radiation spatiale sur les yeux. Ça, oui. Mais les hallucinations, je n'ai pas entendu parler de ça. D'accord, merci beaucoup. La question de Raphaël Roy. Bonjour, merci beaucoup pour ce webinaire extrêmement intéressant. Pourriez-vous détailler l'impact du confinement sur le sommeil et sur les capacités attentionnelles et cognitives des astronautes? Merci, bien cordialement. En fait, cette question couvre plus ou moins une bonne moitié de psychologie spatiale. Mais il faut toujours, c'est toujours difficile de séparer les effets de confinement tout simple de conditions somatiques spécifiques où les cosmonautes sont présents dans l'espace et plein d'autres effets. Donc, pour étudier vraiment des facteurs de confinement liés au confinement directement, on fait des expériences d'isolement des équipes, par exemple dans notre institut. En fait, par exemple sur le sommeil, j'ai déjà parlé de ce fait que tout le monde essaie de coucher de plus en plus tard.
Et il faut réajuster avec la lumière artificielle, avec la lumière forcée même, pour que les gens restent dans des horaires naturels. Parce que sinon, ils vont avoir des problèmes après. Qu'est-ce qu'il y avait encore? La capacité cognitive. Ça, non. On voit pas des grands effets, des grands changements. Il y a des changements liés à la monotonie. Et ça, oui, bien sûr, parce que la monotonie, ça crée une certaine baisse de la capacité cognitive. Quoi encore? Est-ce que vous pouvez répéter la question, Marina? Parce qu'il y avait plein de choses dedans. Oui, pourriez-vous détailler l'impact du confinement sur le sommeil et sur les capacités attentionnelles et cognitives? Attentionnel. Ça aussi, en fait, c'est lié à la monotonie. Avec la monotonie, on peut perdre l'attention, entre guillemets. Parce que là, il y a beaucoup d'études vis-à-vis de l'effet de travail monotone sur le point d'attention. Et ce qui intéresse les chercheurs, c'est où est-ce qu'on peut trouver un point, comment on peut déterminer le point pendant le travail monotone quand l'opérateur commence à faire des fautes. Et ça, c'est vraiment une grande problème scientifique. On étudie ça de tous les côtés. Parce que pour chaque travail, pour chaque type de monotonie, ce point où les fautes peuvent se manifester est différent. Voilà. Merci. La question de Sylvain Sauty. La diversité de caractères dans une équipe de cosmonautes est-elle un atout de réussite dans la mission? Comment crée-t-on un équipage équilibré selon les profils psychologiques identifiés lors de la sélection? En fait, sélectionner les équipages seulement par des qualités psychologiques, c'est plutôt ça peut être notre rêve comme psychologue, mais c'est pas du tout le cas. Parce que on a des atouts de mission, de chaque mission. Donc, pendant chaque mission, il y a des travaux qui doivent être faits. Et donc, finalement, on choisit des équipes en fonction de travaux qui doivent être faits et pas à la base de leur qualité psychologique. Et en fait, ça a un certain impact sur l'attitude des cosmonautes sur tout ce qui se passe à la station. Ils savent bien que s'ils sont pris, c'est à eux de s'adapter. Donc, dans la vie au bord de la station spatiale, il faut créer une équipe professionnelle qui aide, qui est prête à gérer des situations imprévues dans n'importe quelle composition psychologique. Et ça, en fait, c'est la motivation, c'est une énorme motivation de chaque astronaute, cosmonaute, spationaute qui fait ça possible. Il y a encore une question d'une psychologue clinicienne qui est liée à celle-là. Elle demande quelles sont les ressources psychologiques particulièrement travaillées avant le départ et peut-être même dans l'espace. Dans l'espace, il faut déjà travailler. Il ne faut pas travailler sur les aspects psychologiques, il faut juste travailler tout court. Mais en fait, c'est ce que les cosmonautes qui font tout le trajet
donc qui réussissent quand même à faire tout ce long trajet jusqu'à l'espace. Ils ont une motivation exceptionnelle déjà et ils sont prêts à travailler à n'importe quel moment. Et ils sont très stables du point de vue psychologique parce que c'est pas que le vol qui est stressant, mais tout ce qui est avant est hyper stressant aussi. Et aussi, les qualités importantes des cosmonautes qu'on voit, c'est le sens d'humour, en fait. Parce que c'est le sens d'humour qui permet de gérer le stress beaucoup mieux. Et c'est la tolérance, en fait, comme quelque chose de très profond. Donc, les cosmonautes n'essayent pas d'être tolérants, ils sont juste tolérants tout court. Ils font beaucoup d'attention et ils font vraiment attention à ne pas dire des choses qui peuvent stresser des autres, etc. Donc, ce sont les gens vraiment très délicats, on peut dire. Donc, ce sont les gens très motivés, très forts au niveau psychologique aussi que physiologique, mais très délicats en même temps. Ce sont les anges alors? Non, mais c'est vrai que les cosmonautes, moi je travaille avec des cosmonautes depuis des années, sont vraiment des gens exceptionnels. On a vu par exemple avec Andrei Borisenko la semaine dernière, il était prêt à répondre à toutes les questions. Il a passé 2h30 à répondre. Et il était toujours souriant, il était toujours prêt à penser aux questions qui étaient posées. C'est ça le cosmonaute. D'accord, merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions sur la crise d'angoisse chez les cosmonautes. Par exemple, que dit-on à un cosmonaute qui veut rentrer plus tôt que prévu sur Terre? Et que fait-on si un cosmonaute a une crise d'angoisse? Comment peut-on l'aider depuis la Terre? Et quels sont les traitements médicaux pour les cosmonautes? Voilà, il y a beaucoup de questions sur tout ça. En fait, j'ai jamais vu, je pense qu'il n'y avait pas un seul cosmonaute qui voudrait rentrer plus tôt. La plupart des cosmonautes veulent rentrer plus tard parce que c'est leur possibilité unique d'être cosmonaute. Donc, ils sont hyper motivés pour tout ça. Et par exemple, il y a le record mondial de vol sans arrêt. Valérie Pelekov, c'est un cosmonaute russe qui a passé, si je ne me trompe pas, 437 jours dans l'espace, sur la station spatiale Mir. C'était les années 90 et le programme spatial soviétique, russe, c'était pas le meilleur temps pour l'espace. Et donc, Valéry Pelekov a commencé son vol en être conscient qu'il ne sait pas quand il va revenir. Parce que c'était clair que le pays n'a pas beaucoup de moyens pour faire des allers-retours, parce que ça coûte hyper cher. Et donc, Valéry Pelekov était le cosmonaute, peut-être le seul cosmonaute, qui a fait le retour sans avoir un ticket retour. Il a fait donc l'aller sans avoir un ticket retour. Je parlais avec lui, j'ai fait une très longue interview, je sais pas, ça a duré 4 heures. Et lui, c'est une personne avec une grande sens d'humour, vraiment. Et il a fait tant de blagues sur ce sujet, c'est incroyable. Et en fait, il a profité, il a trouvé un sens
dans cette situation. Et ça, c'est très important, de trouver un sens. Pourquoi, qu'est-ce que tu fais dans cette situation qui est important pour toi? Et lui, comme en étant un médecin, il avait une idée de tester toutes ces idées et de faire une routine de sport qui aidera les cosmonautes à rentrer en bonne forme physique. Et en fait, tout ce qu'il faisait pendant son vol, qui a duré plus que 400 jours, il y a beaucoup de choses qu'il utilise toujours sur la station spatiale. Et donc, lui, la personne qui est allée sans avoir le ticket retour, il a quand même trouvé un grand sens pour son activité et il a créé de très bonnes choses. Pour l'inquiétude, comme j'ai déjà dit, les cosmonautes sont des gens très stables et l'inquiétude, il y a apparemment des moments, selon ce qu'ils disent, les moments microscopiques, des doutes qu'ils ont. Par exemple, Scott Kelly, le cosmonaute dont j'ai déjà parlé, je viens de lire son livre, en fait, c'est pour ça que je cite. Il a écrit que pendant la première journée de son vol, première journée d'une année à la station spatiale, il avait une pensée microscopique que une seconde. Et après, ça passait. Je répète, ça peut paraître trop simple, mais charger le cerveau et le corps dans le confinement, c'est un bon moyen de ne pas rester avec l'inquiétude et de ne pas devenir encore plus inquiet. Parce que si on fait quelque chose, déjà notre corps travaille, notre cerveau travaille, parce que l'inquiétude, en fait, c'est un cercle. Si on regarde l'inquiétude de point de vue de neurones, c'est un cercle vicieux. Et donc, pour sortir de ce cercle, on va faire quelque chose de l'autre. On doit faire quelque chose qui coupe ce cercle. Et donc, c'est quoi? C'est petit travail manuel. C'est cuisine. C'est lire des livres pour penser à autre chose. C'est tout type d'activité de cerveau, mais aussi l'activité de corps. Parce que après chaque séance de sport, les cosmonautes disent qu'ils sont beaucoup mieux au niveau psychologique aussi. Donc, c'est ça les moyens, comment battre l'inquiétude. Merci beaucoup, hein, c'est très utile pour nous tous. Tout au début, il y avait… alors, je passe les questions sur les astronautes, les cosmonautes, c'est fini. Je passe aux questions sur le confinement. Tout au début, il y avait une petite panne de son et nous n'avons pas entendu quelques secondes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, rappeler le deuxième facteur psychogène? Il y en avait… C'était tout au début. Oui, c'est l'activité de cosmonaute en vol. C'est juste que c'est très chargé, l'activité de cosmonaute en vol, et soi-même un facteur de stress. Parce que c'est tellement chargé et difficile et différente que ça stresse. Voilà, c'était ça. C'est pas lié directement à notre situation de confinement, bien sûr, parce que pour nous, c'est plutôt la multiplicité des tâches que nous touche. Et ça, on peut battre avec la planification, comme j'ai déjà dit. D'ailleurs, il y avait beaucoup de questions sur la planification et je vais vous le dire. Alors, vous avez dit qu'une des réponses au confinement, c'est la planification. Mais comment planifier et bien planifier son temps chez soi? Il y a une autre question qui est liée, c'est que la planification et l'organisation, l'anticipation des imprévus permettent en effet de limiter le stress. Mais les premiers jours, cela fonctionne. Mais au bout de quelques jours, cette planification peut parfois produire l'inverse.
En Ah limitant oui. tout imprévu, on a l'impression que tout est contrôlé et qu'il ne peut plus se produire de bons imprévus qui cassent la routine quotidienne. Que Mhm. préconisez-vous dans ce cas-là? Oui, bah, la planification peut être très différente en fait. C'est le mot général, mais pour chacun, il y a des moyens qui marchent et qui ne marchent pas. Parce qu'il y a des gens pour lesquels il faut une planification hyper stricte, comme pour les cosmonautes, minute par minute. Il y a des gens pour lesquels c'est soulageant. Mais il y a ceux pour lesquels c'est plutôt stressant, au contraire. Donc, il faut trouver une juste milieu pour, parce qu'on peut faire un plan pour une journée, mais juste les choses à faire. On peut faire un plan pour une semaine, on peut faire un plan pour un mois, on peut faire un plan des très grandes choses à faire qui vous allez jamais faire dans le confinement parce que le confinement ne va pas durer autant. Mais et vous, pour savoir que ce grand, énorme plan va certainement dépasser le confinement et que c'est pas possible de le faire tous les points. Mais c'est juste d'avoir un feuille de papier pour regarder quand, par exemple, vous vous retrouvez dans une situation que vous n'avez rien à faire. Et juste en regardant cette feuille, on peut dire, oh oui, en fait, j'ai plein de choses à faire. Et ça occupe, et ça aussi diminue de l'anxiété. Donc, les planifications, il y a énormément de variations. Donc, c'est minute, par jour, par semaine, par mois, je sais pas, par 5 ans. Donc, c'est à vous de choisir quel type de planification vous convient, parce que nous sommes tous très différents. Merci beaucoup. Question de Catherine Ballesteros. Que se passe-t-il dans le confinement pour personnes seules ou âgées? Et âgées. Seules et âgées. À mon avis personnel, c'est une des groupes les plus touchés psychologiques par le confinement. À mon avis, les gens les plus touchés, c'est donc les personnes âgées, seules et âgées, et les mères des petits-enfants. Pour les personnes âgées, il y a l'isolement social peut devenir vraiment une des plus puissantes facteurs de stress. Et le seul un conseil que je peux dire ici, je peux donner, c'est d'utiliser tous les moyens qu'on a maintenant, heureusement. Par exemple, le Zoom qu'on utilise maintenant, parce qu'il y a des connexions vidéo sur beaucoup de différentes messengers pour voir quelqu'un, pour parler avec quelqu'un, pour voir les visages, la mimique, parce que c'est très important, parce que nous sommes quand même des animaux qui vivent tous ensemble, et on doit voir les visages. C'est aussi, il y a aussi une idée que peut être utile. Maintenant, la situation de confinement qui touche en fait tous les pays peut créer des conditions pour relancer les connexions sociales. Par exemple, vous avez une amie qui est partie loin, je sais pas, peut-être même pas en France, mais qui vit dans un autre pays. Vous avez un peu perdu le lien. Vous ne savez pas si on peut téléphoner ou pas parce que tout le monde est toujours pris avec les activités. Mais là, en confinement, en fait, c'est une situation unique. On peut téléphoner, appeler presque n'importe quel ami perdu et demander comment tu te sens? Ça va chez vous? Comment ça se passe chez vous? Chez nous, c'est comme ça. Et en fait, c'est un début d'un dialogue, c'est un bon début de dialogue pour recommencer à parler avec ceux qu'on a perdus avant. Et donc, à mon avis, ça peut être une bonne idée pour les personnes âgées et seules
qui sont chez eux et qui, comme ça, peut ajouter des nouveaux connexions sociales. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment sage. Question suivante de Laure Kepes. Bonjour, le confinement rime pour certains avec isolement et c'est encore plus difficile. Quelles peuvent être les conséquences psychologiques et biologiques sur le long terme? En fait, j'ai beaucoup parlé de ça quand j'ai parlé des 10 facteurs de stress. Mais aussi, pour l'isolement, je peux utiliser, citer l'expérience des gens qui étaient dans notre expérience d'isolement. Parce que les gens qui passent quand même des mois, voire des années isolés, comment ils sont? Ce que j'ai entendu assez souvent des gens qui étaient isolés en expérience, ils ont dit que c'était difficile pour eux de parler, de regarder dans les yeux des autres. En fait, l'expérience, le pire expérience après l'isolement, c'est de se retrouver dans la foule de gens. C'est avec ça qu'il faut faire attention en fait, parce que ça peut créer une vraie attaque panique. Par exemple, si vous passez dans l'isolement, par exemple, loin de tout le monde un certain temps, et quand vous devrez rentrer, par exemple, à Paris et aller quelque part en métro, ça peut créer vraiment des grandes perturbations au niveau psychologique. Donc, ce que je peux dire ici, que s'il vous plaît, il faut faire vraiment attention de ne pas sortir de l'isolement beaucoup trop vite. Il faut faire tout pas à pas. Parce que si vous savez bien que vous étiez confiné, isolé pendant un certain temps, faites attention à vous-même en regardant vos émotions et vos sensations quand vous faites tous ces pas pour revenir à la société. Parce que peut-être il faut faire ça plus calmement que vous pensez maintenant. Voilà. Merci. Encore une question. Selon vous, combien de temps maximum une personne peut accepter le confinement sans craquer? Selon l'auteur Pietro San Giorgio, au-delà de 3 semaines, il y a un gros risque que les gens ne respectent plus les directives. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est cette période? À mon avis, ça dépend de motivation. C'est la motivation qui est clé pour cette question. Parce que les gens qui savent bien pourquoi ils sont en confinement, qui savent que ça a le sens, c'est pas pour rien, qu'en restant confinés, ils font du bien aux autres. Ça motive de rester en confinement plus. Parce que 3 semaines, pour moi, c'est un délai abstrait, parce que dans les expériences d'isolement dans notre institut, il y a des équipes qui restent par exemple, cette équipe où Roman Charles, l'ingénieur français, a participé, ils étaient 520 jours en confinement, en isolation. Et je les ai vus juste après, ils étaient parfaitement normaux. Et ils étaient tout blancs, bien sûr, mais sauf ça, ils étaient très contents de voir des autres visages. Ils étaient ravis de revoir toute la nature, etc. Mais c'était pas du tout question de craquer quoi que ce soit. Donc, c'est la motivation qui est clé pour cette question. D'accord, merci beaucoup. Existe-t-il des études portant sur les capacités de régulation émotionnelle dans des situations de confinement? Les études scientifiques, apparemment, il s'agit de ça.
À mon avis, c'est plutôt les études sur les hivernages polaires. Et ça, un des meilleurs spécialistes dans ce domaine, c'est des Français, c'est des spécialistes de TAF. Et moi, je ne sais pas exactement si je peux donner des conseils sur ça, parce que il faut demander aux Français. Parce que, par exemple, je travaillais avec un spécialiste français qui s'appelle Amaury Solignac, qui était spécialisé exactement sur les hivernants polaires, et qui a, par exemple, soutenu la thèse sur le retour des hivernants polaires à la vie normale après leur confinement. Donc, pour des méthodes émotionnelles, en fait, pour les cosmonautes, je n'ai rien à dire parce que, comme j'ai déjà dit, ils sont super motivés et ils ont tellement peu de temps que chaque possibilité de voir les proches est une énorme joie et ça donne certains bagages émotionnels positifs qui permettent de bouger plus loin. Encore une question. Bonjour, pourquoi c'est si important d'avoir une chambre à soi-même? Parce que c'est parce que vous avez parlé d'un espace personnel tout au début et de rester seul, même si je ne sens pas telle nécessité? Non, pas du tout. C'est à vous de voir parce que les situations sont très différentes. Dans les situations de confinement, contrairement aux équipes spatiales, on a tout le spectre de situations que peuvent apparaître. Et si par exemple on parle d'une F2 où il y a 3 enfants, 2 parents et un chien, j'imagine que l'espace personnel dans les situations comme ça sera un plus grand problème que pour les gens qui, par exemple, ont beaucoup d'espace dans leur appartement ou maison. Donc, si vous ne sentez pas ça comme facteur de stress, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme ça. C'est juste, l'idée, c'était de parler de facteurs de stress qui des cosmonautes, pour des cosmonautes, et d'essayer de comprendre comment on peut gérer ces facteurs de stress dans la vie, dans le confinement. Donc, si vous n'avez pas ce problème, tant mieux pour vous. Merci beaucoup. Encore une question sur ça. Être confiné avec une personne que nous n'avons pas choisie et qui a un caractère très difficile à vivre, c'est très dur. Comment faire pour le vivre de la meilleure façon possible avec l'autre qui n'accepte pas un avis contraire au sien et qui a du mal à dialoguer? C'est difficile, je suis d'accord complètement. C'est l'isolement. Dans l'isolement, c'est ce qu'on peut faire. Parce que par exemple, même si on parle des cosmonautes, chaque cosmonaute a toujours, presque chaque cosmonaute, à un moment quand il est vraiment très fatigué de tout le monde. Et comment ils font? Dès qu'ils finissent leur travail, tout ce qu'ils devraient faire, ils ferment la porte de leur chambre, une petite cabine. En fait, c'est pas une chambre, c'est une grande armoire, en fait. Et tout le monde sait à la station spatiale que si la porte est fermée, la porte est fermée. Il ne faut pas toquer, il faut pas déranger. Donc, ici aussi, c'est juste, il faut faire le mieux dans la situation que vous avez pour s'isoler de cette personne, parce que c'est à vous maintenant de essayer de diminuer votre propre stress. Et donc, la limitation des contacts avec cette personne est une diminution de stress pour vous. Donc, trouver des moyens pour rester seul dans la chambre, etc. C'est ça ce qui marche.
en fait, c'est le seul moyen qu'on a dans le confinement. Merci beaucoup. La question de Armelle Le Marchand, elle dit qu'elle est dans le domaine de la santé et elle demande comment rassurer le patient qui est lui aussi non habitué au confinement. Qu'est-ce qu'on peut dire à un patient qui se sent mal? Il faut donner le sens de cette situation. Parce que quand on ne voit pas le sens, c'est vrai que ça stresse beaucoup plus. Donc, il faut expliquer pourquoi c'est si important, pourquoi son impact, en restant confiné, il fait son impact personnel dans l'idée générale pour battre le virus. Et déjà, donc ça, motiver, expliquer pour que cette situation sera plus claire et plus motivante en tout. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut faire en étant médecin. C'est juste de donner ce sens de non faire et d'expliquer que c'est le meilleur qu'on peut faire pour les autres dans cette situation. Voilà, je l'ai motivé dans ce style. D'accord, merci beaucoup. Encore une question. Est-ce que c'est normal que durant la solitude ou le confinement, on se rappelle beaucoup des mauvais souvenirs? Il y a tout, oui, bien sûr, il y a tout qui arrive. Mais aussi, il faut savoir que si notre cerveau n'est pas assez chargé, il y a tout qui va revenir, tous les mauvaises pensées, etc., tous les mauvais souvenirs. Et c'est encore pire quand c'est pendant la nuit, quand on dort mal, et quand on continue à repenser les mêmes idées stressantes, même traumatisantes. Donc ici, c'est le seul moyen à battre ces pensées, c'est de charger le travail, le cerveau et le corps. Donc si par exemple, vous ne savez pas quoi faire, vous avez déjà lu tout le livre et regardé toutes les séries, vous avez déjà, je sais pas, regardé tous les webinaires, occupez votre corps. Parce que l'épuisement physique fait du bien dans les situations quand on pense aux mêmes choses. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes prêt à continuer ou Il y a beaucoup de questions qui restent? Non, pas trop en fait. Il y a beaucoup de questions qui se répètent. Voilà, une question de Sergei Rendine. Y a-t-il des astuces que les cosmonautes utilisent quand ils n'arrivent pas à s'endormir à l'heure voulue? Oui, les médicaments, les mélatonine plus souvent. Parce que c'est vrai que dans l'empaisanteur, c'est difficile à s'endormir. Même si on est fatigué, épuisé, etc., c'est les effets de l'empaisanteur. Donc oui, bien sûr, il y a ceux qui utilisent les techniques pour la respiration. Donc on respire tel nombre de secondes, puis on attend tel nombre de secondes, puis on relâche. Il y a beaucoup de techniques comme ça et c'est assez courant en fait. Il y a même des applis maintenant qui te conseillent comment respirer pour soulager le stress, pour mieux s'endormir, etc. Ce sont des techniques qui marchent en fait. Mais dans la situation des cosmonautes, ils ont toujours de la mélatonine chez eux. Parce que très souvent, c'est malheureusement la seule chose qui marche. Voilà, il y a encore une petite question. Comment éviter les risques liés au télétravail?
Quel risque exactement? Parce qu'en fait, il y a énormément de risques au télétravail. Oui, c'est pas précisé, c'est vrai que c'est un peu flou. Oui. Mais je peux dire quelque chose sur ça, parce que les risques de télétravail, ce que je peux penser, parce que selon mon expérience finalement avec télétravail, c'est que on peut trouver ça un peu stressant de ne pas voir les gens, les visages. Mais ça, c'est le Zoom qui marche, bien sûr, et qui peut nous aider. Mais aussi, il y a un autre risque de télétravail, à mon avis, qui est de travailler tout le temps. Donc, quand on est à la maison, chez soi, on commence à travailler peut-être un petit peu plus tard que d'habitude, mais on ne finit jamais. On travaille, après on révise les documents et ça dure et c'est déjà temps de dormir. C'est ça ce qu'il faut éviter. En fait, il faut respecter les horaires normaux. Donc, pour les cosmonautes, c'est 8h30 de travail. Je pense que c'est plus ou moins pareil pour tout le monde. Et même si on ne gâche pas le temps pour aller au bureau et revenir du bureau, c'est pas du tout, ça justifie pas du tout le fait de travailler jusqu'à nuit. Donc ça, il faut vraiment faire attention de ne pas travailler trop parce que ça. Pourquoi? Parce que c'est l'épuisement psychologique. Finalement, pas de force pour faire quoi que ce soit pour votre corps, style l'activité physique. Et finalement, vous êtes de plus en plus épuisé tous les jours. Donc ça, il faut vraiment éviter en regardant précisément votre horaire de travail et en les respectant. Voilà. D'accord, merci. Bon, la dernière question qui vient d'apparaître, comment expliquer l'envie de boire plus d'alcool? Est-ce pareil chez les cosmonautes? Les cosmonautes n'ont pas d'alcool, tout court. C'est interdit. C'est juste, déjà, on est chez soi et c'est presque vendredi soir tous les jours. Donc, c'est en fait des habitudes qu'il faut couper, des vieilles habitudes. Puis, il y a des gens qui disent que l'alcool, c'est bien parce que ça protège contre le virus. Ben non, malheureusement, ça ne protège pas. Et en plus, si on boit beaucoup, si on boit plus, ça a un certain impact sur notre système immunitaire, déjà. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est que l'alcool, même si ça donne certaines périodes où on se sent mieux, en général, ça déprime. L'alcool, c'est un des plus forts déprimants. Donc, à mon avis, pour l'alcool, faites attention parce que même si ça peut sembler une bonne idée de boire quelque chose tous les jours, mais en fait, c'est un impact sur votre état physique, même psychologique. Et donc, il faut quand même sortir de confinement en bon état. Donc, peut-être, il ne faut pas boire beaucoup et trop. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Bon, si les questions sont épuisées, donc permettez-moi, chers participants, de dire des choses finales. Donc, je crois que peut-être vous allez partager mon avis. L'intervention était très intéressante, instructive et utile. On a reçu plus de 40 questions et mon grand étonnement, tout était très bien éclairé et répondu. Donc, il me semblerait que notre conférencier, notre maître de conférence, a su pleinement enrichir nos connaissances dans le domaine de psychologie, espace, isolation, confinement, même solitude et dépression et le travail infini. Ça, le dernier, on le connaît très bien, malheureusement. Je crois que désormais, nous sommes mieux préparés et armés
contre toutes sortes de défis psychologiques, même après le déconfinement. Je tiens à remercier Anna Youssou pour sa brillante présentation et tout particulièrement pour son excellente langue française. Nombreux sont ceux qui ont noté dans le chat l'excellence de votre français, Anna. Merci. C'est nous qui vous remercions. De la part de nous tous, j'exprime l'espoir de vous revoir, Anna, à notre centre en ligne et en personne un jour ou l'autre. Mes remerciements particuliers à Marina, qui aussi a effectué très bien sa mission complexe. Et avant de nous quitter, je tiens à vous demander, chers spectateurs, de nous envoyer vos souhaits. Quels d'autres sujets ou domaines scientifiques vous intéresseraient et que voulez-vous voir sur nos ressources Internet prochainement? Donc, à ce point, notre conférence est terminée. Je vous dis au revoir et au plaisir de vous revoir chez nous, à notre centre.